Alors, je voudrais donc vous présenter Maryse Bianco, qui travaille comme chercheur à l'université Pierre Mendès France de Grenoble et qui a réalisé des travaux extrêmement originaux, puisque là où il faut bien dire notre domaine se concentre sur le décodage, elle s'est intéressée à la compréhension, a développé une recherche tout à fait spécifique sur la capacité d'améliorer la compréhension chez l'enfant. Merci beaucoup, Maryse Bianco. Bonjour, donc merci à Monsieur Dehaene de m'avoir convié à cette journée de réflexion sur les sciences cognitives et l'éducation. Et donc mon propos sera scindé en deux grandes parties. Dans la première partie, eh bien, ça va consister à se demander pourquoi enseigner à comprendre finalement, pourquoi est-ce que c'est si difficile, et surtout comment il se fait que cette question se pose aujourd'hui avec autant d'acuité. Et puis dans la deuxième partie, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse à la question du comment. Donc pourquoi enseigner à comprendre les textes? Eh bien parce que la compréhension ne découle pas simplement de l'identification des mots lus. Ce constat, en fait, qui semble une évidence, nous est rappelé périodiquement par les résultats des performances des systèmes éducatifs, des résultats des enquêtes nationales et internationales relatives aux performances des systèmes éducatifs. Et puis cette idée, elle est aussi contenue dans le modèle simple de la lecture qui distingue donc deux grandes dimensions de la lecture, l'identification des mots d'une part, la compréhension de l'autre. Et donc le modèle admet l'existence de ce qu'on appelle des compreneurs faibles, c'est-à-dire des enfants qui lisent correctement, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, pourtant, quand l'on dit le constat précédent que je viens de faire, eh bien, c'est un constat qui apparaît souvent comme un paradoxe. Et la raison principale réside dans le fait qu'il est largement admis que les mécanismes de la compréhension sont les mêmes à l'oral qu'à l'écrit, ce qui a été montré par de multiples recherches. Chez l'adulte, par exemple, on observe toujours des corrélations supérieures à 0,80. Et chez l'enfant, lorsque l'on regarde les paramètres qui expliquent la compréhension d'histoire entre 6 et 8 ans, on observe qu'il y a toujours des variables qui expliquent de manière significative les performances de lecture des enfants, les barres bleues, c'est-à-dire leur connaissance du code, de la langue, leur connaissance du vocabulaire, leur capacité à faire des inférences par rapport à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent. Mais en revanche, le média de ces informations a un effet négligeable, c'est quelques pourcents de la variabilité totale des performances, et ça n'est pas significatif. Donc, autrement dit, que les enfants entendent ou lisent des histoires, ils les comprennent à peu près de la même manière. Donc, les données d'imagerie cérébrale récentes confirment la parenté des traitements de l'oral et de l'écrit tout en modulant cette idée. D'abord, ce que l'on observe lorsque l'on enregistre l'activité cérébrale d'enfants occupés à lire des histoires ou à les écouter, on observe la même activation des aires du langage temporal et frontal inférieur gauche, c'est-à-dire les taches vertes sur les images, mais on observe aussi que la lecture implique des zones plus larges et bilatérales, notamment donc les aires de la lecture, les aires occipitales, les aires de la reconnaissance visuelle, mais aussi les aires frontales inférieures et supérieures, ce sont les taches jaunes. Et donc, on peut conclure de ce résultat que la compréhension en lecture est plus difficile à ces âges, elle sollicite plus fortement l'activité cognitive des enfants. Mais ce que ne montrent pas ces images, mais qu'ont observé aussi les auteurs de cette recherche, c'est qu'une meilleure compréhension des histoires est associée à une activation frontale plus forte à l'audition et plus latéralisée à lecture. Autrement dit, une meilleure compréhension est associée à une plus forte planification de l'activité, une plus forte activation frontale, et puis une meilleure intégration des mécanismes, c'est-à-dire une activation plus latéralisée dans la lecture. Donc pourquoi, si les mécanismes de la compréhension sont les mêmes, ne suffit-il pas finalement de savoir lire et de susciter un contact assidu avec les textes pour comprendre à lire? Donc, au-delà de ces problèmes de planification et d'intégration, je pense qu'un élément de la réponse, c'est que lorsque l'on est au contact avec du langage écrit, qu'il soit oralisé ou qu'il soit lu, eh bien, les registres de langage
que les enfants doivent acquérir sont des registres beaucoup plus formels que ceux qu'ils côtoient à l'oral. Ils doivent apprendre également le format des textes et comprendre la finalité de la lecture, qui est de comprendre ce qu'on lit, mais aussi qui est, quelques années après qu'on ait appris à lire, qui est d'apprendre en lisant. Et donc, ces aspects spécifiques du langage de l'écrit, tous les enfants ne les ont pas acquis en apprenant leur langue maternelle. Bien, la deuxième raison pourquoi c'est si difficile d'enseigner à comprendre, eh bien parce qu'on sait aujourd'hui que la compréhension en lecture, c'est une activité cognitive complexe, multidimensionnelle, qui, en général, sollicite quatre grands types d'habiletés. Pour comprendre un texte, il faut avoir identifié les mots, il faut avoir accédé au sens de ces mots, mais ensuite, il faut mobiliser tout un ensemble de connaissances, des connaissances sur le langage, évidemment, le vocabulaire, les connaissances sur la morphologie, la syntaxe, nos connaissances sur les structures textuelles. Et il faut aussi mobiliser nos connaissances culturelles générales qui vont nous aider à comprendre les thèmes des textes. Il faut mobiliser des capacités cognitives générales, nos capacités d'attention, de mémoire de travail, nos capacités de raisonnement et de planification, comme on vient de voir tout à l'heure. Mais il faut aussi mobiliser et construire des habiletés qui sont spécifiques au traitement des textes, que sont les capacités de traitement stratégique, donc concerté des textes, les capacités d'inférence, tout ce qui va nous permettre de construire ce qu'on appelle les modèles de situation, de comprendre la cohérence des textes au niveau local, c'est-à-dire phrase à phrase, d'une phrase à l'autre, et puis au niveau global, au niveau du thème des textes. Et donc ces habiletés de traitement, elles ne sont pas réductibles, ces habiletés de traitement spécifiques au texte et au discours continu, elles ne sont pas réductibles aux habiletés cognitives fondamentales sur lesquelles elles s'appuient, évidemment, et sur lesquelles elles se construisent. J'en donnerai un exemple avec le résultat suivant. Lorsque l'on cherche à analyser ou à évaluer l'ensemble des habiletés que j'ai décrites rapidement tout à l'heure, la lecture ici, les connaissances sur le langage, les capacités cognitives générales, et puis ces habiletés spécifiques au traitement du texte, c'est-à-dire savoir lire un texte de manière fluide en contexte, savoir effectuer de manière explicite des inférences, donc un comportement plus stratégique, et que l'on observe les relations qui existent entre ces différentes habiletés et les scores de compréhension de texte, eh bien on observe que, évidemment, l'ensemble des habiletés fondamentales qui sont là-bas contribuent chacune à l'explication des performances sur les trois habiletés cognitives que j'ai nommées spécifiques au traitement des textes. Mais aucune de ces habiletés, donc générales et fondamentales, n'explique directement la performance de compréhension des textes, à l'exception du vocabulaire. En fait, les prédicteurs directs des performances de compréhension de texte, ce sont les capacités en vocabulaire, la capacité à lire un texte de manière fluide et la capacité à mettre en place des activités stratégiques, ici évaluées par les capacités inférentielles. Donc, l'activité de compréhension en lecture et l'activité de compréhension de texte en général est une activité complexe et multidimensionnelle, mais pourtant, c'est une activité qui est hautement intégrée à l'activité cognitive du compreneur expert, ce qui a une conséquence très importante pour l'enseignement, parce que, en fait, cette caractéristique fait qu'un observateur ne perçoit pas le produit de la compréhension. Il perçoit le produit de la compréhension, on peut percevoir la réponse que l'on donne à une question de compréhension, mais on ne perçoit jamais l'activité qui nous a conduit à donner une réponse, l'activité cognitive qui nous a conduit à donner une réponse. Donc ces mécanismes de la compréhension, ils ne sont pas perceptibles aux observateurs et ils ne sont souvent pas perceptibles à nous-mêmes. Donc j'en viens à la deuxième partie, la question comment finalement aider les élèves à mieux comprendre et comment enseigner la compréhension.
Donc finalement, enseigner la compréhension, ça va consister à développer en même temps les capacités réflexives d'auto-évaluation et de régulation de sa propre compréhension par les individus, mais ça va aussi consister en même temps à développer les automatismes de la compréhension. Et donc les travaux, les recherches en éducation insistent sur 3 points qui pourraient garantir un enseignement efficace de la compréhension. Ces 3 points sont les suivants. Le travail devrait s'inscrire dans la durée. Il devrait être intégré à l'enseignement de la lecture et de la langue écrite, mais avec une place spécifique. C'est un travail qui devrait faire une place privilégiée à l'oral, donc à la modalité orale. Donc c'est un travail qui passe par le traitement, un travail multimodal, et c'est un travail qui passe par un enseignement explicite, structuré, mais aussi différencié. Donc, si je passe un petit peu maintenant en revue ces 3 points, la continuité, un travail inscrit dans la durée, parce que l'on sait tous aujourd'hui qu'il existe une continuité importante entre le développement du langage oral et la compréhension en lecture, et on sait aussi que les différences précoces, pas forcément les difficultés, mais les différences de développement entre les enfants constatées précocement ne s'atténuent pas avec le temps en matière de langage oral. Elles ont plutôt tendance à s'accentuer, ce que montrent ces résultats dans lequel les auteurs ont mesuré, ont estimé les performances en vocabulaire, en grammaire et en capacité discursive des enfants, donc à l'oral, en grande section de maternelle, au CE1 et au CM1. Et puis, au niveau du CM1, les enfants ont été partagés en 3 groupes. Les normaux lecteurs, c'est-à-dire ceux qui lisent et comprennent normalement, les décodeurs faibles, c'est-à-dire les enfants qui ont des difficultés spécifiques d'identification des mots de lecture, et puis ce qu'on appelle les compreneurs faibles, donc des enfants qui lisent normalement, mais qui comprennent mal ce qu'ils lisent. Et on observe que ces enfants étaient déjà en difficulté ou en retard par rapport à leurs camarades en grande section, et que sur les 3 dimensions de développement du langage oral, les différences ne s'atténuent pas avec le temps quand on le laisse faire. Donc le deuxième point, une place privilégiée pour l'oral, eh bien parce qu'on peut s'appuyer sur le fait que, évidemment, les mécanismes de l'oral sont les mêmes que les mécanismes de la compréhension à l'écrit. Et on l'a vu tout à l'heure, finalement, pour les enfants, en tout cas de l'âge de l'école primaire, l'activité de compréhension orale semble plus simple, plus facile que l'activité de compréhension en lecture. Et puis, deuxièmement, et ça c'est un point très important, il me semble, c'est que l'oral est la seule solution pour rendre perceptibles aux enfants les mécanismes et les procédures de la compréhension en explicitant par l'explicitation et l'auto-explication. Autrement dit, par cette orale, par cette explication, les enseignants peuvent montrer leur raisonnement, leur propre raisonnement, lorsqu'ils sont confrontés à une question de compréhension, et l'enseignant peut aussi formaliser des stratégies pour comprendre en les montrant aux enfants ou en les co-construisant avec les enfants. Et pour les enfants, eh bien, cette explication et cette auto-explication, ça permet à l'enfant d'apprendre à justifier ses réponses, à débattre, donc à expliquer ses raisonnements, à dire donc avec ses propres mots, et puis ça lui permet de prendre conscience des procédures pour comprendre, de les acquérir, de sorte qu'il puisse un jour être capable de résoudre seul les difficultés qui se présentent à lui. Alors, juste un exemple pour montrer comment ces choses-là peuvent concrètement se passer. Un texte très simple, c'est une situation pédagogique pour la grande section de maternelle ou le CP. On lit ce petit texte et les enfants ont à leur disposition les 3 images. Ils ont un pion et ils doivent répondre à la question en posant le pion sur un des personnages. Qui a peur? Après la lecture de ce texte, et dans le texte, donc, on dit qu'Abel a fait du toboggan. Le garçon a eu peur car il a glissé très vite. Donc, admettons que les enfants aient choisi les 2 petits garçons. Eh bien, on peut engager une discussion qui va montrer le raisonnement. Bien, c'est un garçon qui a eu peur. Oui, on dit le garçon a eu peur. Lequel est-ce? Alors, on laisse les enfants un petit peu parler. S'ils ne trouvent pas, pourquoi a-t-il eu peur? Il a glissé très vite. Alors, qui est-ce qui a glissé? Alors là, les enfants, tu penses que c'est Abel. Pourquoi? Comment on sait que c'est Abel qui a glissé? Ce qui va nous amener à dire
que c'est lui qui a fait du toboggan et que quand on fait du toboggan, on glisse. Et puis évidemment, lorsque les enfants ont des difficultés avec ce type de dialogue et avec ce type de justification, eh bien l'enseignant peut auto-expliquer, donc il peut expliquer son raisonnement, dire avec ses mots comment il s'y prend pour parvenir à la réponse c'est à belle, et donc montrer les mécanismes de la compréhension. Donc en fonction de l'âge et ou des moments d'enseignement, l'explicitation permet de familiariser avec l'idée du raisonnement sur du matériel verbal, ce qui n'est pas acquis pour tout le monde, de mettre l'accent sur les procédures de traitement, d'entraîner les élèves dans ce qu'on appelle des phases de pratique guidée, et puis ça permet aussi de formaliser les stratégies de compréhension pour réguler une éventuelle difficulté, ce que l'on peut illustrer donc à des âges peut-être un petit peu plus tardifs. Par exemple, en CE2, des collègues ont imaginé cette stratégie pour apprendre à savoir de qui on parle dans les textes, donc à renseigner aux enfants cette stratégie, donc pour en fait interpréter les références anaphoriques qui sont omniprésentes dans les textes. Donc une stratégie en 3 temps. Je repère d'abord les indices morphologiques, ce n'est pas toujours suffisant, donc je vais mener l'enquête, utiliser le contexte, et puis en 3e point, je vais me méfier des déguisements, c'est-à-dire apprendre à distinguer les reprises définies des expressions indéfinies, par exemple. Donc l'enseignement direct ou différencié maintenant, l'explicitation, telle que je viens de la décrire, est l'un des piliers fondamentaux de l'enseignement direct, dont une longue tradition de recherche en sciences de l'éducation, mais aussi en psychologie, a montré l'efficacité à travers 2 types de travaux. Des travaux qu'on appelle des travaux processus-produits et qui sont des travaux qui consistent à observer des pratiques pédagogiques et les mettre en relation avec des résultats d'élèves. Et puis des recherches plus expérimentales issues de la psychologie qui cherchent à établir l'efficacité d'un dispositif particulier. Et ces 2 types de résultats ont apporté depuis maintenant une bonne trentaine d'années, presque 40 ans, de nombreux résultats convergents qui montrent d'abord que les approches explicites et structurées de l'enseignement et de l'enseignement de la compréhension en particulier améliorent les performances et tendent à réduire les écarts entre les élèves, alors que les approches implicites ou par imprégnation augmentent les écarts et souvent bénéficient aux meilleurs et dans les premières années d'école primaire aux excellents élèves même de l'école primaire. Donc je vais prendre 2 exemples pour terminer de ces types de travaux qui montrent ce type de résultats. Le premier, une recherche processus-produit, donc, qui était destinée à examiner quelle dimension de l'enseignement influence ou favorise la compréhension en lecture au CE2. Donc, les auteurs de cette recherche ont observé le contenu, la forme et la durée des activités langagières de lecture-écriture dans 43 classes de CE2 à raison d'une journée de classe d'observation par semestre. Et puis, elles ont mis en relation les activités observées avec les progrès des élèves. Et chaque activité pédagogique observée a été codée selon 4 dimensions. La première dimension, c'est le style pédagogique de l'enseignant, c'est-à-dire, enfin, le style pédagogique de l'activité, c'est-à-dire qui centre l'attention de l'enfant sur l'activité. Est-ce que c'est le maître ? Ce sera dirigé par le maître. Est-ce que l'attention est négociée entre l'enseignant et le maître ? Ce sera négocié entre l'enfant et le maître dans des activités, par exemple, de dialogue, etc. Est-ce que c'est dirigé par l'enfant quand l'enfant fait une activité tout seul ? Le type d'activité centré sur le code ou sur le sens, le type d'approche, des approches d'enseignement explicite, un enseignement de stratégie par exemple, ou des approches implicites lorsque on comprend un texte à l'occasion de la réalisation d'une recette de cuisine par exemple, et puis le type d'activité centré sur la classe ou centré sur l'élève, enfin individuelle ou collective. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une classe, en général, on fait de tout un peu, mais chaque activité peut être codée selon ces 4 dimensions. Par exemple, une lecture silencieuse, ce sera une activité dans laquelle l'attention de l'élève, eh bien, c'est lui qui est responsable de la centration de son attention.
C'est une activité implicite au regard de la compréhension, c'est une activité centrée sur le sens au regard de l'intention, et puis c'est une activité individuelle, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que de cette manière, on peut regarder quelles sont les tendances des enseignants. Est-ce que des enseignants qui ont plus tendance à laisser travailler les enfants seuls, des enseignants qui ont plus tendance à diriger leur type d'approche. Et donc lorsque l'on met en relation, en fait, les scores de compréhension en lecture au printemps de l'année scolaire, en fonction des niveaux de début d'année scolaire et du temps moyen consacré par jour à des activités de type implicite ou explicite, mais où l'enfant est responsable de la centration de son attention, donc une lecture silencieuse et une réponse à un questionnaire, par exemple, ou le temps moyen passé par jour à une activité d'enseignement explicite dirigée par le maître, mais on observe que les écarts se creusent entre le début et la fin de l'année lorsque les enfants font beaucoup de travail d'imprégnation, alors que les écarts s'atténuent entre les enfants lorsque les enseignants font plus d'enseignement explicite. C'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez la distinction des enfants selon qu'ils étaient dans les 25% plus faibles en début d'année ou les 25% les meilleurs, les moyens ici. Et on voit que plus le temps passé aux activités de type dirigé par l'enfant, plus les écarts se creusent et plus l'enseignant fait des activités explicites, plus les écarts entre les enfants se réduisent. Donc, un enseignement direct et explicite réduit les écarts entre les élèves et c'est un enseignement qui intègre la nécessité à la fois de l'explicitation par le maître et de l'entraînement et la répétition par l'élève. Et ce type d'enseignement tel qu'il est décrit, il inclut 3 grands piliers. La nécessité pour l'enseignant de étayer et superviser l'enseignement en découpant, par exemple, en fixant les objectifs, en découpant l'activité en unités maîtrisables, autrement dit en centrant l'attention de l'enfant sur les éléments structurants de l'activité. Des moments de pratique guidés dans lesquels les enfants sont engagés à verbaliser, à réfléchir, à résoudre d'authentiques problèmes, mais qui sont maîtrisables par eux. Et puis, des moments de pratique individuelle, d'entraînement, qui sont la condition du transfert de la responsabilité d'activité du maître vers l'élève. Bien, dernier exemple que je prendrai, donc une recherche destinée à évaluer des dispositifs d'entraînement et d'enseignement, cette fois à la compréhension orale à l'école maternelle, donc un travail que nous avons conduit il y a quelques années. Donc la question de départ était de se poser la question, est-ce qu'on peut enseigner le langage oral à l'école maternelle et quelle est l'efficacité de cet enseignement, puisqu'en fait l'idée était qu'il faut comprendre et apprendre à comprendre très tôt pour pouvoir mieux comprendre ensuite en lecture. Donc nous avons comparé d'abord 2 types de dispositifs pédagogiques. Un dispositif d'enseignement direct et explicite avec des activités centrées sur les habiletés de la compréhension, des exercices tels que ceux que j'ai montrés tout à l'heure, la séance de jeu au parc, et puis des dispositifs d'imprégnation, un dispositif d'imprégnation plus, plus semblable ou inspiré de ce qui se fait très traditionnellement à l'école maternelle, c'est-à-dire autour d'analyses d'albums et de discussions autour de ces albums à travers des lectures partagées. Et puis nous avons aussi comparé ces 2 dispositifs à un dispositif d'entraînement à la conscience phonologique, la question étant, en attirant l'attention des enfants sur certains aspects du langage, la conscience phonologique, est-ce que par ricochet, on ne développe pas aussi les capacités de compréhension et de langage oral? Est-ce qu'en développant les capacités de compréhension, est-ce que par ricochet, on ne développe pas aussi la conscience phonologique? Et puis un groupe témoin. Donc, nous avons adopté une démarche longitudinale dans ce travail, dans lequel les enfants des 3 groupes expérimentaux que je viens de décrire très rapidement ont été scindés en 2 sous-groupes. Un sous-groupe de chaque groupe expérimental a été entraîné en grande section et en moyenne section, donc un semestre par année, et un autre sous-groupe a été entraîné seulement en grande section pour essayer de commencer à aborder un peu la question de la durée des enseignements. Et puis les enfants ont été évalués à 4 reprises dans un prétexte au début de la moyenne section, 2 post-tests après la première série d'entraînement, la deuxième série,
et puis un post-test différé pour estimer les effets à un peu plus long terme, et nous avons estimé à chaque fois l'ensemble de ces habiletés. Donc un résultat d'abord qui compare les effets des dispositifs d'enseignement à la compréhension orale, puisque c'était notre première question. Et ce que l'on observe, c'est que les enfants qui ont été entraînés à l'analyse d'albums, qui sont ici, sur la période, ne se distinguent jamais des performances du groupe témoin, qui est la courbe noire ici. En pointillé, vous avez les temps d'évaluation. Et puis les deux groupes qui ont été entraînés au langage oral avec des exercices plus systématiques, plus explicites, ceux qui ont été entraînés par 2 années, non seulement progressent, mais les progrès sont encore sensibles 9 mois après, c'est-à-dire au milieu du CP. Pour les enfants qui ont été entraînés en grande section maternelle seulement, ils progressent, mais les progrès sont moins sensibles et on les observe presque plus 9 mois après au CP. Bien, pour les autres résultats, je les résumerai de cette manière-là. En fait, lorsque l'on regarde les effets des entraînements à la conscience phonologique, on observe qu'ils facilitent, ils augmentent effectivement les capacités de conscience phonologique des enfants, donc leur capacité à analyser la structure sonore de la langue. Cela facilite leur entrée dans la lecture au CP, mais ça n'a aucun effet sur le développement de leur compréhension orale et de leur compréhension en lecture, et que les enseignements centrés sur le sens, pour peu qu'ils soient explicites, n'ont pas d'effet sur l'entrée dans la lecture, c'est le développement de la conscience phonologique, mais améliorent la compréhension orale et la compréhension en lecture aussi au CP, pour peu évidemment, à niveau évidemment de décodage équivalent pour les enfants. Donc finalement, la compréhension des textes, la compréhension requiert un enseignement spécifique et qui passe par l'oral et qui peut démarrer très tôt à l'oral. Donc pour conclure, qu'est-ce que je dirais pour conclure? Eh bien, je dirais que nous disposons à l'heure actuelle, aujourd'hui, donc, d'un modèle théorique de la compréhension des textes qui est suffisamment consensuel et élaboré pour nous permettre d'analyser cette activité et pour penser un enseignement de la compréhension. Deuxième point, les travaux empiriques de ces dernières années en éducation ont apporté des résultats qui convergent pour montrer qu'un enseignement direct et explicite est un vecteur fondamental des progrès des élèves et de réduction des écarts. Mais les recherches ont montré aussi, lorsqu'on voit par exemple les effets des enseignements dirigés par l'enseignant ou les effets des activités d'imprégnation qui diffèrent selon le niveau de départ des enfants, les recherches montrent aussi que tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins et qu'en ce qui concerne la compréhension, un équilibre est à trouver entre un enseignement direct, explicite, qui est nécessaire pour que les enfants acquièrent les stratégies et les procédures de la compréhension, mais aussi des activités d'imprégnation qui permettent d'entraîner les mécanismes et d'automatiser les procédures acquises. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, dans le domaine de l'enseignement de la compréhension, on a à penser des progressions et à élaborer des outils pour enseigner la compréhension. Il existe à l'heure actuelle des outils qui commencent à exister, qui sont plus ou moins diffusés et qui utilisent les principes de l'enseignement explicite, mais ce dont on manque beaucoup, c'est de recherche ou de travaux qui permettent d'évaluer en situation de classe ordinaire les effets des dispositifs sur les progrès des élèves et surtout la manière dont les enseignants s'approprient ces dispositifs, parce que, évidemment, la manière dont les enseignants vont pouvoir s'approprier les outils pédagogiques, eh bien, ça va être probablement une condition fondamentale des progrès des élèves. Et donc, évidemment, la formation des enseignants, à ce titre, est sûrement tout à fait fondamentale. Bien, pour terminer, enfin, je laisse plutôt le mot de la fin à Jean Piaget, qui appelait déjà de ses voeux en 1966 le développement de travaux à l'interface entre le monde de l'éducation et de la recherche pour fonder les pratiques pédagogiques. Et je vous remercie pour votre attention.